Bonjour tout le monde, merci Tatiana d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Tatiana Saint-Louis du site mtamark.com, c'est bien ça? Oui, c'est .com. ça. Et bon, en toute honnêteté, Tatiana et moi on se connaît bien, à vrai dire ça fait plus d'1 an qu'on se connaît et aujourd'hui c'est un peu comme un rêve devenir réalité puisqu'à l'origine on avait commencé à se parler parce qu'on a un projet de podcast ensemble. Exactement. J'y pense encore souvent à ce projet-là, by the way. Mais il faudra peut-être qu'on se replonge dessus, hein, parce qu'on a été quand même rendu au point, on avait fait toute une listing de sujets à aborder et je pense qu'ils sont toujours d'actualité. Absolument. Puis notre titre est bon. Bon, on va dire qu'aujourd'hui c'est un galop d'essai et aujourd'hui avec Tatiana, on va parler de branding et d'image de marque. Ouais. Parce que c'est ça sa spécialité en fait à Tatiana. Et je me suis dit que ça faisait vraiment un bon lien avec l'émission précédente avec Belinda où on a parlé de storytelling. Donc là, on va dans la continuité sur se raconter et comment créer sa marque personnelle, comment créer son propre branding. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, Tatiana, de comment tu es arrivée dans ce sujet-là en fait. C'est quoi un peu ton parcours avec toi? C'est quoi ton histoire? OK. Ben moi, je suis formée, je suis une personne de lettres. J'ai fait toutes mes études en lettres, en littérature. J'ai une maîtrise en littérature comparée. Donc, je m'alignais pour une carrière académique. Je voulais être professeure d'université. Puis, c'était vraiment sur ça que je m'enlignais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, rendue à la maîtrise, j'ai vu que je voulais pas vivre cette vie-là parce que c'est quand même une vie assez difficile, la vie de professeur. Il y a beaucoup d'incertitudes, surtout en littérature. C'est pas un chemin facile, mettons. Il faut être très, très passionné pour rester là-dedans. Puis, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu pragmatique, donc il fallait que je travaille en même temps que d'aller aux études, puis blablabla. Puis, à un moment donné, bon, j'avais des emplois, puis tout ça. Puis, petit à petit, je suis rentrée dans le monde des communications, de l'édition, des médias écrits. Puis là, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment me développer dans ce milieu-là. Puis, j'ai eu un emploi qui était mon premier emploi vraiment, je sais pas, d'adulte, je pourrais dire, qui s'est terminé plutôt difficilement euh, parce que bon, il y a eu des relations brouillées, il y avait un peu ben moi, ce que j'appelle du harcèlement psychologique au travail, bref, toute une histoire, là. Ouais. Et j'ai dû vraiment me chercher un autre emploi alors que je sentais que ma valeur était mise euh, elle était mise en doute. Puis, ça a été un point tournant vraiment dans ma vie où est-ce que j'ai dû reconnecter justement avec ces valeurs-là alors que j'étais en train de me vendre, entre guillemets, sur le marché de l'emploi parce que je devrais trouver quelque chose qui allait me correspondre autant financièrement que d'un point de vue des tâches, de responsabilité, de ce que je considérais être mon niveau en termes d'éducation et d'expérience et tout ça. Puis c'est là vraiment que le personal branding, parce que je lisais beaucoup ce qui se faisait du côté américain. Je lisais beaucoup de magazines d'affaires, de choses comme ça. C'est là que le personal branding a vraiment commencé à faire du sens pour moi parce que moi qui travaillais dans les communications puis à comment valoriser des marques d'entreprise, je me suis dit, ben c'est un petit peu les mêmes concepts que je dois appliquer maintenant, mais dans ma vie personnelle, c'est-à-dire il faut que j'arrive à trouver comment montrer Tatiana, euh, la personne de valeur, à un employeur qui va dire oui, d'accord, je t'engage, j'ai besoin de toi, etc. Fait que là, ça a mené vers bon, la création de mon premier site web sous mon nom, un rebranding de tous mes outils promotionnels comme mon CV, mes lettres de présentation, un travail beaucoup sur le message que j'allais mettre de l'avant. Donc vraiment, tout ce travail-là autour de qui j'étais, qu'est-ce que je voulais et comment j'allais montrer aux autres que c'était moi qui devais choisir. Donc, c'est un petit peu à travers ça aussi que j'ai lancé Aime ta marque parce que je me disais, moi, en tant que femme, on ne m'a jamais vraiment montré à faire ça. Euh, puis, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur pas qui ont peur nécessairement, mais qui ne sont pas capables de mettre la bonne valeur sur elles-mêmes. Ah, c'est Et sûr. On a tendance à douter en fait de soi, puis un peu à se dévaloriser, puis se dire ouais, mais non, mais si jamais si, est-ce que vraiment je pourrais, est-ce que si, est-ce que ça, quoi.
Voilà. Puis, ce qui fait qu'on se ramasse dans des jobs alimentaires. On Ouais. va pas vraiment chercher. Tu sais, on se dit, ah, j'ai pas toutes les qualifications que sur cette offre d'emploi, donc je ne vais pas appliquer, ou ce salaire est trop haut, je peux pas demander vraiment ça parce que tu sais, le step est trop grand, ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est né Aime ta marque, qui était vraiment axé personal branding personnel à ses tout débuts. Mhm. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça aussi que je m'intéresse encore beaucoup à ça et que je continue à donner, mettons, des formations sur comment utiliser le blog pour développer sa marque personnelle avec les réseaux Mm. sociaux, etc. Donc ça, c'est un petit peu Ouais. l'histoire C'est de ça, Aime ta marque. je suis totalement le blog, le site web et les réseaux sociaux. En fait, tout ce qui forge notre image en ligne, évidemment que ça a un lien direct avec le personal branding, puisque c'est la façon dont on décide de se montrer finalement. Exactement. Et alors justement, on va rentrer un petit peu dans le détail. Comment est-ce que tu définirais en tant que tel le personal branding? C'est quoi en fait? Parce que voilà, on a un petit peu commencé à introduire la notion, mais c'est vrai que quand on parle d'image de marque, tout de suite, déjà, le terme, il fait très, si je peux dire, institutionnel. Donc, on pense genre à des grosses entreprises, style Nike, Coca-Cola ou Apple, où on voit tout de suite genre l'image de marque, qu'est-ce que c'est. Mais nous, là, en tant qu'individu, on se dit, bah, moi, une image de marque, je suis Ouais, pas une marque, enfin, je sais pas. exact. Ben, c'est ça qui est drôle. L'autre fois, j'étais sur un forum de marketing puis il disait quel est si vous deviez penser à un mot qui décrit le marketing, qu'est-ce que ça serait? Puis là, tout le monde lançait des mots relation, confiance, etc. Mais la réponse, en fait, c'était le mot influence. Puis, je trouve que ça résume bien vraiment la, la mentalité dans laquelle il faut être quand on pense au marketing, c'est que, dans le fond, nous, on ne veut pas nécessairement vendre, on ne veut pas nécessairement pousser notre message. Nous, ce qu'on veut faire en tant que professionnel ou en tant qu'expert ou peu importe, c'est d'influencer, que ce soit notre milieu ou notre employeur à nous choisir ou nos clients à choisir nos produits. Donc, derrière toute marque, il y a la volonté d'influencer le consommateur d'une façon positive, justement, à faire confiance à ce qu'on est en train d'offrir. Mhm. Donc, d'un point de vue personal branding, euh, moi, je dis tout le temps que c'est vraiment une idée de se positionner dans l'esprit de son interlocuteur. Puis encore là, celui-ci peut être, tu sais, ça peut vraiment dépendre. On n'est pas obligé d'avoir un client en tête pour avoir besoin d'une marque. Et, euh, et donc, ça se situe comme un peu à une jonction entre toutes les sciences qui sont comme soit de la communication, de la psychologie et du marketing. Donc, c'est pas du marketing pur, c'est pas juste de la communication, c'est vraiment une espèce de mishmash où est-ce que on va essayer d'aller comprendre notre auditoire et on va essayer de répondre le mieux à ses besoins en pensant à où est-ce qu'on veut justement se positionner. Mhm. Fait que pour moi, le fait qu'on parle d'image de marque personnelle, on utilise le même type de langage qu'on utiliserait en marketing traditionnel. Tu sais, on va parler de notoriété, de crédibilité, on va parler d'image, de leads, etc. C'est juste que c'est appliqué à une personne qui n'a pas nécessairement des buts commerciaux en soi, bien que notre marque va nous aider bien souvent à avoir plus d'influence, faire plus d'argent ou trouver de meilleures opportunités dépendamment de nos objectifs. Et je crois que c'est un peu ça aussi la difficulté, c'est que effectivement, tu t'as dit le mot là, marketing, vente et tout ça. Et du coup, on a tendance, enfin, je trouve, en tout cas, dans la plupart dans l'esprit de la plupart des gens, ce terme-là, c'est toujours un peu une connotation négative où on se dit, c'est un peu le vendeur de tapis qui veut essayer de te vendre tout et n'importe quoi. Et du coup, alors le storytelling, on va te raconter une belle histoire pour te vendre. L'image de marque, on va te montrer des facettes de toi juste pour bien paraître. Mais je pense que ce qui est important, vraiment sur quoi insister aujourd'hui, c'est de dire que c'est pas forcément quelque chose de négatif et que construire son identité en ligne, c'est ce qui va te permettre aussi de mieux communiquer son message, ses valeurs, etc. Et que c'est pas forcément quelque chose de malsain, quoi. Non, puis je pense que même du point de vue marketing, les marques aujourd'hui ont besoin de créer cette relation de confiance Mm. encore plus qu'avant parce qu'avec le web puis tout ça, on peut aller vérifier tout un tas de données. Il y a justement la crédibilité ou la notoriété d'une marque selon
les commentaires des utilisateurs. Tu sais, il y a toute cette espèce d'économie de la confiance. Si on pense à un Airbnb où tu peux aller voter pour le logement que la personne va t'offrir. Donc, il y a tout le temps un rapport avec le consommateur qui fait que on n'est plus dans l'ère où est-ce qu'on doit manipuler son client pour qu'il achète, mais bien, il faut montrer qu'on est digne de confiance. Ouais, Puis je pense qu'en tant qu'individu, c'est d'autant plus important parce qu'on compétitionne avec non seulement les gens dans notre ville ou dans notre industrie, mais avec des gens partout dans le monde maintenant parce que, tu sais, on peut aller sous-traiter notre emploi à l'autre bout du monde si on veut. Tu sais, moi, je fais des communications, mais si on trouve un expert qui est encore mieux puis qui est basé au Sri Lanka, ben rien n'empêche une compagnie d'aller chercher de la main-d'œuvre ou d'aller chercher de l'expertise à l'international. Donc, on compétitionne non seulement avec les gens qui sont dans notre immédiat, mais aussi avec des gens d'un peu partout et de plusieurs domaines aussi. Donc, la compétition est de plus en plus féroce, puis encore là, de l'autre côté, l'authenticité est d'autant plus importante. C'est clair. Et du coup, alors, comment on fait concrètement pour construire son image de marque, surtout en tant que solopreneur, en étant tout seul derrière son entreprise, quand on n'a pas des moyens de fou et puis on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on doit mettre en avant. Enfin, c'est quoi est-ce qu'il y a un process, des étapes à suivre pour construire son image de marque? Ben, ce qui est génial maintenant, c'est qu'avec le web, on a accès à des façons de faire que seulement les grandes industries avaient accès dans le passé. Donc, maintenant, moi, en tant qu'individu, je peux aller faire de la publicité sur Facebook, je peux aller cibler des employeurs potentiels sur LinkedIn, je peux faire du développement d'affaires en one-on-one si je veux, grâce aux réseaux sociaux ou à mon site web. Donc, je pense que de vraiment penser aux possibilités qui s'offrent en ligne, c'est une des premières étapes. Mais j'avais écrit un article sur Aime ta marque qui s'appelle « 5 étapes pour construire sa marque personnelle ». Puis en général, c'est à travers ces étapes-là que je pense qu'il faut vraiment se pencher. Puis avant de peut-être entrer dans les étapes, je vais juste mettre un petit mot sur ce que je considère qui est un graphique assez révélateur sur ce que serait une marque personnelle parce que puis là, je sais pas si je vais faire un share screen. Ouais. Si je comprends si comment vous nous écoutez en podcast, rendez-vous sur YouTube pour voir le schéma. Je vais essayer de le décrire aussi quand même pour ceux qui nous écoutent en version audio. Mais la vidéo sera en ligne sur YouTube. Comment moi, je perçois la marque personnelle et comment d'autres personnes aussi la perçoivent, c'est qu'il y a 3 cercles concentrés qui représentent qui on est. Puis, ça se situe sur une espèce de continuum quand même, parce qu'on n'est pas on n'est pas un produit, on est une personne en évolution constante. Donc, je dis tout le temps que la marque, c'est comment on met en relation notre histoire passée, présente et future. Tu sais. Donc, nos aspirations, c'est qui on veut être, donc comment on se voit dans le futur. Les perceptions, c'est celles qu'on a de nous-mêmes et que les autres ont de nous. Et donc, ça serait tout ce qui, notre passé nous a mené à être justement ces perceptions-là par rapport à nos expériences, etc. Et finalement, nos aptitudes, c'est la personne qu'on est aujourd'hui, donc tout ce qu'on a accumulé comme aptitudes autant au travail ou des aptitudes interpersonnelles, etc. Donc, à la jonction de ces 3 grands cercles, que moi, je considère être passé, présent et futur, on a la marque personnelle et c'est vraiment ça qu'on essaye de communiquer quand on va justement soit écrire un blog ou positionner sa marque, peu importe dans quel domaine on veut aller. Donc, alors pour ceux qui ne voient pas le schéma, juste pour bien décrire qu'est-ce qu'il y a à l'écran, même si c'est ça que tu as expliqué, il y a 3 cercles qui sont séparés, qui sont bien distincts. Un cercle aspiration, un cercle perception et un cercle aptitude. Et en fait, le croisement des 3 cercles, c'est la marque personnelle. Voilà. Et bon, là, je vais stop share. Ah, ben peut-être je pourrais vous en parler pendant qu'on regarde ça de toute façon. Et donc, les 5 étapes que moi, je considère être essentielles pour créer sa marque, puis ça serait autant vrai pour une marque d'entreprise que pour une marque personnelle,
c'est tout d'abord de définir son identité, donc de se poser des questions sur justement ces 3 cercles, qui on est, comment les autres nous perçoivent, quelles sont nos aptitudes, où on veut être dans 5, 10, 15 ans, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre de mettre en place notre mission, nos visions, nos valeurs, parce que c'est là-dessus qu'on va vraiment se baser pour déterminer notre identité de marque, qui n'est pas nécessairement la même chose que notre identité dans toutes ses multiples facettes, parce que ça, je pense que c'est quand même important de dire qu'une marque personnelle, c'est une partie de soi, c'est pas nécessairement tout ce qu'on est, puis on va choisir à travers toutes ces différentes facettes qu'est-ce qu'on va décider de montrer au public, parce qu'on n'est pas obligé de tout montrer au public. Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et super pertinent parce qu'on parle déformation, on a l'impression que si on doit partager sa vie sur Internet, en gros, on doit tout partager et que c'est ça qui prouve qu'on est honnête et qui fait l'authenticité, alors que non, on peut faire un choix, on peut filtrer ce que l'on veut mettre en avant. Et d'ailleurs, j'invite fortement à le faire. Oui, parce que je pense pas que tout le monde serait content nécessairement de suivre votre vie 24 heures sur 24. Ouais, et encore, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient curieux parce que c'est pas pour rien que la télé-réalité marche. C'est parce que de nature, on est un peu curieux puis voyeuriste. Mais moi, la raison pour laquelle j'invite à filtrer et à communiquer toujours en temps voulu, c'est avoir du recul sur ce qui se passe. Et parce que parfois, on vit des situations, on est pris dans les émotions, on a besoin d'en parler. Donc, hop, le réflexe, ça pourrait être d'allumer la caméra, puis hop, faire un live et dire les choses, etc. Mais sauf que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe par la suite. Et peut-être que le fait d'avoir partagé ce moment-là peut nous nuire par la suite. On peut le regretter. On peut se dire, ah bah en fait, il manquait des éléments pour vraiment expliquer. Et puis surtout, c'est bien plus pertinent de le faire après coup parce que justement, on a le recul nécessaire pour dire, bon bah voilà ce que j'ai vécu et voilà qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à dépasser cette situation, pour atteindre tel objectif, etc. Et du coup, là, on transmet vraiment de la valeur, on apprend des choses aux gens. C'est pas juste pour le plaisir de raconter sa vie, mais vraiment dans un souci d'échange et d'accompagnement et de vraiment partager des outils, de donner vraiment des clés en main en fait aux gens qui vivent la même chose et pas juste parler pour parler, quoi. Voilà. Oui, absolument. Je pense que tu mets le point sur quelque chose d'important parce qu'il y a tout le concept de valeur ajoutée qui est derrière la marque personnelle aussi, parce que une marque personnelle, c'est pas là pour être notre journal intime ou c'est pas nécessairement un exercice de popularité, même si on pourrait penser que parce qu'on se met de l'avant, on cherche nécessairement la popularité. Non, notre objectif pourrait être autre, comme se positionner comme expert. Puis en fait, je pense que n'importe quelle marque, c'est de se positionner avant d'aller chercher les likes ou cette popularité-là qui n'a pas nécessairement lieu d'être. Puis l'autre chose que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que une bonne partie de définir son identité, c'est de définir ses valeurs. Puis si on a des valeurs fortes et qu'on est très en accord avec ces valeurs-là, ça va être plus facile de juger quel genre d'interventions vont faire du sens par rapport à qui on est et qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message. Comme par exemple, si une de nos valeurs, c'est le professionnalisme et on veut être professionnel, c'est ce qu'on veut dégager comme identité de marque, eh bien, justement, on ne va pas mettre de photos de soi en bikini, en train de boire de la bière dans ses vacances, même si c'est peut-être ce qu'on fait tous les samedis, je ne sais pas moi. Mais c'est un choix conscient qu'on fait de dire, bon, ben cette partie-là de moi, je ne la montrerai pas parce que ça ne correspond pas à une des valeurs que j'ai identifiées dans mon identité de marque. Tout à fait. Très bon exemple. Donc, la deuxième étape, en fait, puis c'est très, très lié, c'est de déterminer sa valeur. Donc, la première étape, c'est l'identité. La deuxième, c'est de déterminer sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a à offrir? Puis, quand on parle de qu'est-ce qu'on a à offrir, c'est aussi qu'est-ce qu'on a à offrir qui est différent de ce que tout le monde offre. Ouais. Donc, dans la valeur, il y a toute la dimension de la différenciation.
et de se demander justement comment est-ce que je peux utiliser, puis là, on a encore le schéma devant nous, mais mes aptitudes, mes aspirations et les perceptions qu'ont les autres de moi pour montrer aux autres que je suis une personne unique qui va amener tel avantage à une nouvelle équipe, à un groupe de clients, etc. Donc, le moment de différenciation ou de la value proposition, comme on dit en anglais, là, la proposition de valeur, c'est, je pense que c'est ce qui est le plus dur probablement quand Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand vraiment. on élabore sa marque. Mais je te rejoins tout à fait. Je pense qu'effectivement, arriver à trouver qu'est-ce qui fait notre spécificité, euh, enfin, qui nous distingue des autres, c'est l'une des choses les plus dures. Vraiment. Parce que enfin, forcément, on a la tête dans le guidon puisqu'on est nous. Et donc, Ouais. on ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on a de différent. Et pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure sur les femmes qui ont souvent tendance à se dévaloriser, on se dit, bah non, j'ai rien de spécial. Et je pense que pour ça, bah, encore une fois, ça demande de prendre du recul. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander à l'entourage, déjà, si tu Mm-hmm. devais parler de moi à quelqu'un, comment tu me décrirais? C'est quoi mes traits de personnalité? Déjà ça. Et puis, si on a déjà une audience, ça peut être aussi intéressant de poser la question aux gens qui vous suivent, à vos inscrits dans votre newsletter ou à vos fans sur Facebook et tout ça. Qu'est-ce que vous trouvez Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce que vous Mm-hmm. trouvez que j'ai de spécial? Et c'est intéressant Mm-hmm. d'avoir les retours et de voir s'il y a des tendances qui se dégagent et auquel cas, bah, vous tenez quelque chose. Et après, Absolument. exploiter sans encore autre chose. Mais je voudrais aussi un petit peu, c'est pas déculpabiliser, mais dire aux gens qui nous écoutent que c'est normal si vous avez du mal à trouver votre identité parce que déjà, en tant qu'individu, on évolue tout au long de la vie, donc on change déjà, Mm-hmm. d'une part. Et, et je pense que c'est normal aussi parce que, surtout en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est au démarrage, dans les premières années, c'est nos valeurs, notre mission, notre vision des choses, elle évolue encore plus vite parce qu'on teste, on réajuste, on affine, etc. Donc, c'est normal de ne pas forcément trouver tout de suite. Et Mm-hmm. pour parler de mon propre exemple, je sais qu'avec Blogtrepreneur, c'est justement quelque chose où j'ai vraiment eu de la difficulté. Et par contre, attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit rien faire tant qu'on n'a pas trouvé, parce qu'il faut passer à l'action à un moment donné. Et puis, en anglais, on dit, non, je ne vais pas dire en anglais parce que j'ai un accent absolument horrible, mais on va se débrouiller avec et puis on va bien trouver, quoi. On va faire comme ça au feeling. Ça va s'affiner. Voilà, Ouais. exactement. Et donc, bah, moi, ce que j'avais fait, hein, c'est simple, mon groupe Facebook, que je l'appelais Blogtrepreneur avec Anne-Lise. Originalité zéro, mais au moins, j'avais un groupe Facebook. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que je trouve une vraie identité à ce groupe et tout. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais. C'est quoi le truc de spécial? Et puis finalement, je me suis dit, bah, il y a quand même un truc, un mot de mon vocabulaire que j'employais tout le temps. Je parlais toujours de warrior du week-end. Parce que je me disais, moi, je suis une warrior du week-end. Enfin, du moins à l'époque, je travaillais à temps plein, puis je travaillais sur Blogtrepreneur à côté. Et en fait, bon, j'étais plus qu'une warrior du week-end, puisque je travaillais tous les soirs et tous les week-ends, toutes les vacances. Mais j'étais vraiment dans ce truc, allez, dites-moi, les warriors, vous bossez ou pas? Vous faites quoi? Et tout ça, comment vous faites pour jongler entre tout et tout? Donc, je me suis dit, bah, ok, je vais appeler mon groupe les entrepreneurs en mode warrior du web parce que c'est vraiment cette idée de partir à la conquête, de y aller, de s'imposer, de prendre sa place. Et Cool. tout ça pour dire que cette identité-là, bah, ça m'a pris plus d'1 an avant de la sortir de mon esprit, quoi. Alors que c'était finalement une évidence qui était sous mes yeux depuis tout ce temps, mais j'avais pas suffisamment de recul. Et Mm-hmm. peut-être que même moi, mon message n'était pas suffisamment travaillé à l'intérieur de moi. Je savais pas encore trop dans quelle direction je voulais aller. Donc, c'est normal que ça prenne du temps, mais il faut quand même y aller, foncer, se mettre en mode warrior, et puis on va se débrouiller petit à petit, quoi. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, genre être. Puis je pense qu'une des grandes étapes d'avoir une bonne marque personnelle, c'est d'être à l'aise avec son histoire personnelle aussi, tu Tout à sais. fait. Puis d'être à l'aise avec les. Là, je fais des guillemets avec mes doigts, mais les erreurs qu'on a fait dans le passé, parce que je pense pas que c'est nécessairement des erreurs, ou peut-être les détours, serait peut-être un meilleur mot, qu'on a fait dans le passé, et vraiment se dire en quoi
cette personne que j'étais il y a 10 ans a fait de moi celle que je suis aujourd'hui, puis de vraiment être à l'aise avec cette idée-là. Là. Je te rejoins complètement là-dessus et je dirais même que pour moi, en fait, on fait jamais d'erreur. On essuie des échecs, mais là, on repart dans mon langage super guerrier, pour le coup, c'est mon propre moi. Mais on perd une bataille, mais on perd pas la guerre. C'est-à-dire que oui, on se plante, des fois, c'est des trucs, mais c'est ça qui nous permet de dire, ah bah non, en fait, ça n'a pas marché, j'aurais plutôt dû faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on réajuste et qu'on devient meilleur, en fait. Donc, tous ces faux pas, c'est ça qui nous permettent d'avancer, en fait, parce que on engrange de l'expérience et on devient encore plus expérimenté. Absolument. Donc, le point 2, c'était la valeur. La valeur, la proposition de valeur. Ensuite, on arrive au troisième point qui est la communication ou entre parenthèses, la promotion, si vous voulez le voir comme ça. Puis là, c'est vraiment l'idée de, bon, maintenant j'ai mon identité, je sais qu'est-ce qui me différencie des autres, il faut que je communique cette valeur au plus grand nombre, ou du moins aux gens qui devraient l'entendre. Puis, c'est là que la stratégie, que ce soit une stratégie web, de marketing de contenu, le blog, les médias sociaux, ou même juste du networking, ça rentre dans ce type d'activité-là. Puis là, une chose que, encore là, de mon expérience personnelle, quand j'ai décidé que j'allais me chercher une job puis que je voulais pas que ce soit une petite job entre deux, eh bien, j'ai complètement refait mes outils de promotion, qui étaient alors mon CV, ma lettre de présentation, etc. Parce que je voulais vraiment que les gens voient seulement en voyant mon CV que j'étais quelqu'un qui était capable d'utiliser les logiciels graphiques, que j'étais capable de synthétiser de l'information, que je connaissais comment écrire de façon, tu sais, pour vendre. Donc, toutes des choses qui, dans mon domaine, en communication, sont importantes. Donc, cette idée d'utiliser ces outils puis de les communiquer, pas nécessairement, parce que c'est pas vrai qu'on va nécessairement avoir la chance de parler à notre interlocuteur. Donc, il faut être capable de passer ce message-là sous plusieurs formes aussi. Donc, ça, c'est le point de communication. Et je voudrais justement un peu avoir ton avis là-dessus parce que justement, communication et encore plus, bah, c'est vrai que moi je parle beaucoup aux entrepreneurs du web principalement, enfin du moins, entrepreneurs qui veulent être sur le web. Et on a du coup ce premier effet de dire, bon bah, il me faut une page Facebook, il me faut un compte Instagram, il me faut que je fasse des vidéos sur YouTube, il faut que je sois sur Pinterest, enfin, en gros, partout. Et ce travail de communication est juste presque surhumain à un moment donné. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as des recommandations là-dessus, des conseils? Mais il y a deux choses. T'sais. Il y a d'un côté, il y a tout le temps l'objectif, puis ça, c'est quelque chose, c'est un travail difficile quand on fait n'importe quelle stratégie de promotion, c'est de se dire c'est quoi notre objectif au bout du compte. Puis si moi, mon objectif, c'est de me trouver une job dans les 6 prochains mois, j'ai peut-être pas besoin d'entamer la grosse campagne Pinterest ou des choses comme ça. Donc, il y a ça d'un côté, puis d'un autre côté, ben, il y a le fameux public. Puis là, on n'en parlera pas, mais dans des stratégies de communication aussi, il y a quand même 3 grands éléments qui sont le message, le public, puis le moment de la communication. Et le public, c'est un des plus grands éléments, les plus grands inconnus peut-être quand on communique, c'est qu'on ne sait pas exactement à qui on va s'adresser, surtout à travers le web. Et donc, le plus on a de l'information sur notre audience ou sur le public qu'on veut rejoindre, le plus on sera capable de choisir le meilleur canal de communication, mais aussi les meilleures méthodes. Donc, tu sais, je prends encore l'exemple de la personne qui se cherche une job dans les 6 prochains mois. Peut-être que sa page Facebook n'est pas si importante quand elle devrait optimiser son profil LinkedIn ou mettre ses efforts là-dessus à générer un plus grand réseau, ou mettre justement des efforts sur son CV plutôt que je sais pas moi, partir justement un groupe Facebook. Donc, objectif et public cible, de savoir où sont les gens que je veux qui entendent le message que je suis en train de passer.
Ouais. Et je pense aussi, ce qui est important à prendre en compte, c'est ce avec quoi on est le plus à l'aise. Mm. Parce que Il y a pour ça, le c'est coup, vrai. Instagram, c'est quand même, a priori, encore un réseau qui est vraiment axé sur la photographie, même si de plus en plus, avec les stories, ça devient vidéo. Mais voilà, si on est nul en photo et que ça nous... D'ailleurs, c'est mon cas, hein. C'est pas que je suis nulle en photo, mais ça me gonfle. Ouais. C'est pour ça que j'en poste quasiment jamais. Et ben on laisse tomber, quoi. Je pense qu'il faut pas non plus se dire il faut que je sois sur un endroit pour y être, quoi. Non, je pense que c'est un bon point aussi, là. Il faut pas... faut que ce soit le moins painful possible, tu sais. Exactement. Tu sais, sinon, on a déjà assez de notre job à temps plein, là, ou de peu importe ce qu'on fait, là, si on est pas Carrément. Alors, étape Euh, numéro 4. étape numéro 4, ben là, on arrive à une étape importante parce que c'est le réseau. Donc, de créer un contact. Oui, on peut communiquer, mais c'est important aussi de faire des suivis, de parler à des gens, d'aller serrer des mains, entre guillemets. Là. Ça peut être serrer des mains virtuelles ou serrer des mains en personne. Mais de se faire voir et de se faire entendre et de créer des liens one-on-one. Je pense que c'est super important quand on développe une marque personnelle parce que, comme on a dit au début, les marques veulent créer des relations avec des gens et cette relation est basée sur la confiance. Et s'il n'y a pas de contact et on fait juste créer du contenu dans l'espoir d'un jour atteindre une cible, mais qu'on n'est pas là pour répondre aux questions, on n'est pas là pour interagir ou bien même, tu sais, ça peut être dans un groupe puis répondre à une question par rapport à notre expertise. Tu sais, juste montrer qu'on est là pour partager aussi notre expertise, c'est déjà un bon pas dans cette direction. Puis, j'en parle souvent aussi dans mes articles, mais selon moi, le réseau qu'on crée, euh, c'est un des grands attributs qu'on ne comptabilise pas, mais qui ça a beaucoup de valeur. Là. Ça a presque plus de valeur que le salaire qu'on va recevoir à la fin de l'année quasiment. Parce que c'est ce réseau-là qui va nous aider à grandir, qui va nous donner des opportunités, puis qu'éventuellement on va pouvoir utiliser à notre avantage. Et t'en penses quoi des 5 à 7 là, des trucs de networking, justement? Parce que moi, j'ai l'impression que généralement, dans ces trucs-là, on est tous là pour essayer de se pitcher et de parler de ce qu'on fait, mais que du coup, bon, il n'y a pas forcément pertinent. Enfin, je sais pas. Ben, je pense que les gens qui pensent au 5 à 7 comme ça ont tort et ne voient pas le 5 à 7 comme ça devrait être. Parce que n'importe quelle soirée de networking, si tu es là pour pitcher ton produit, c'est que tu n'as pas compris à quoi ça sert du networking. Parce que le networking, c'est de savoir comment toi, tu peux aider quelqu'un d'autre. C'est jamais à propos de savoir qu'est-ce que l'autre peut t'apporter. Ouais. Puis, puis cette approche, puis je trouve que c'est dommage parce qu'on le voit, puis c'est pas nécessairement juste dans les 5 à 7, on peut le voir dans des groupes Facebook ou dans C'est du vrai. Ouais. networking virtuel, des Ouais. gens qui vont juste aller squatter des groupes pour attendre la journée promotion, lancer leur lien, puis après ça, on n'entend plus jamais parler d'eux, tu sais. Ils n'ont pas compris à quoi ça sert ce genre de plateforme-là. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi et je pense même être coupable de ça dans certains groupes dans lesquels je suis. Mais je trouve ça, enfin, disons que, enfin, je sais pas si c'est ton cas ou pas, mais qu'il y a quelques groupes où je suis active et puis il y a beaucoup où je suis en mode végétation Ouais, et que je vais recommencer à être active au moment où je sais que je vais préparer un lancement ou quoi. ouais. Et c'est que je trouve ça quand même assez difficile. Bah, déjà, on ne peut pas être actif dans tous les groupes, c'est sûr. Surtout qu'à un moment donné, bah, on a un temps limité dans la journée, donc on ne peut Oui, pas passer absolument. des heures à parler avec tout le monde. Non. Et peut-être que enfin, le bon conseil là-dessus, c'est aussi de bien choisir Mhm. les groupes justement dans lesquels on veut interagir. Puis pour les networking, j'imagine que c'est pareil. Quelle est la thématique par qui s'organiser, qui va y avoir, Ouais. de vraiment bien cibler en fait. Oui, super important, super bon point, parce que ça sert à rien d'aller à des networking à toutes les semaines si ça nous rapporte rien non plus à un certain point. Euh, Puis si on rencontre pas des gens d'intérêt pour notre réseau, parce que tu sais, un réseau, c'est pas juste un nombre de personnes, c'est la qualité des personnes qui le constituent, c'est la qualité des liens qu'on crée avec ces gens-là.
Et donc, moi, je vais pas beaucoup à des soirées de networking ces temps-ci parce que je sais que quand j'y vais, il faut vraiment que je m'investisse. Il faut vraiment que je sois comme, OK, il faut que je parle, il faut que je sois prête à écouter, il faut que je sois prête à donner de moi, dans un sens. Puis, je vais finir avec le 5e point parce que c'est un point assez simple et c'est l'itération. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure quand tu disais que on est des personnes en évolution et donc, on est tout le temps en changement. Puis, trouver notre proposition de valeur, c'est pas tout le temps facile parce qu'on n'est jamais capable de la mettre sur, de la fixer nécessairement. Mais quand on pense que la dernière étape de la marque personnelle, c'est l'itération, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai fait ces 4 étapes-là, qu'est-ce qui fonctionne moins? Avec quoi je suis à l'aise? Avec quoi je suis un petit peu moins à l'aise? Puis maintenant, comment je fais pour la raffiner? Puis c'est tout le temps comme ça. On repasse à travers les 5 étapes tout le temps en boucle. Puis c'est la même chose quand on développe un produit ou quand une image de marque, justement, d'entreprise est formée. Puis un jour, elle se cristallise. Puis les gens s'en rappellent parce que faut se rappeler que l'image ou le branding, c'est un exercice à long terme. Ouais. Puis c'est un exercice de répétition. Donc, c'est répéter constamment un message cohérent à son public cible et continuer à lui dire de façon différente, mais constante. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on bâtit du jour au lendemain. Non, c'est sûr. Puis comme tu dis, effectivement, comme c'est quelque chose sur le long terme, je pense que du coup, c'est d'autant plus important de bien réfléchir aux valeurs qu'on veut transmettre, autour de quoi on veut communiquer, et de pas, par exemple, se positionner en prenant un truc qui est à la mode en ce moment, qui est en vogue, parce que comme tout phénomène de mode, c'est éphémère. Et ce qui veut dire que si tu bases toute ton activité sur un truc, bah, à un moment donné, ça va plus fonctionner. Et très bon exemple de ça, même si j'ai pas de nom de chaîne YouTube ou quoi, à un moment donné, c'était la mode des hand spinners. Donc, tout le monde parlait de ça. Je suis certaine qu'il y a des sites qui se sont créés autour de cette thématique, des chaînes YouTube là-dessus. Sauf que bah, le jour où plus personne ne parle de ça, plus personne ne s'intéresse à ce que tu fais. Donc, d'où l'importance de vraiment se baser sur des choses qui nous sont propres, qui nous animent, qui nous passionnent et qui sont du coup durables et viables parce que c'est lié à vous et pas juste à quelque chose qui brille en ce moment, quoi. Puis, je vais juste rajouter un exemple d'une marque qui a fait une grosse bourde jadis parce que c'était un très bon exemple. Puis, j'avais justement écrit un article là-dessus. C'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une publicité Pepsi qui a fait un tollé avec, Ah oui, moi, c'était Kendall Jenner. Ouais, c'est en tout cas une des Kardashians, là, non? Ouais. Laquelle, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'était comme une fausse manifestation où est-ce que tout le monde buvait du Pepsi. Puis, c'était en plein dans le cadre du mouvement Black Lives Matter. Puis, c'était choquant à quel point cette marque a complètement oblitéré ou, tu sais, elle a minimisé ce mouvement social-là et a essayé de se l'approprier d'une façon commerciale, alors que on sait que, bon, ils investissent pas dans aucun programme social qui est en lien à ça. C'était comme un peu sorti de nulle part. Kendall Jenner n'a jamais été une porte-parole pour le droit des Noirs ou peu importe. Ouais. Puis c'est très mauvais pour une marque de justement utiliser des choses qui sont, comme tu dis, des shiny objects, là, des choses qui brillent, pour essayer d'avoir le plus de vues sur elle-même, puis de finalement en ressortir comme étant inauthentique ou profiteuse ou manipulatrice ou peu importe. Ça, après, ça sonne faux, quoi. Et c'est dommage parce que ça joue en votre défaveur, en fait. Voilà. Donc, choisissez bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes cinq étapes là, à prendre en compte quand on bâtit sa marque personnelle. Donc, si je récapitule les 5 étapes, la première, c'était de définir son identité. Puis, je crois qu'on a vraiment bien insisté là-dessus, sur tous les sens possibles et imaginables. De définir ses valeurs, c'est bien ça. Sa proposition de valeur. Sa proposition de valeur, oui, la valeur ajoutée. Oui. L'étape numéro 3, c'est la communication. L'étape numéro 4, c'est le réseau. Et la numéro 5, c'est l'itération, donc l'évaluation en fait, de toutes les étapes précédentes pour réajuster puis repartir dans un nouveau cycle. Voilà, exactement.
Bon, bah, c'était super intéressant. Je te remercie, Tatiana, pour ton Merci à intervention. toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus? Ben, vous pouvez me retrouver sur pas mal tous les réseaux sociaux. En général, je suis vraiment plus active sur le groupe lié à Aime ta marque, qui est Vivre ses ambitions au féminin. C'est un groupe privé dans lequel on parle de différentes thématiques en lien à l'ambition féminine. Sinon, je suis quand même assez active aussi sur Instagram, sur lequel je partage aussi ma vie d'employée à temps plein et entrepreneur en devenir. Donc, j'ai un beau challenge de me rendre à 100 000 $ avec le blog. Donc, si vous voulez voir mon cheminement jusqu'à cette étape-là, c'est sur Instagram et sur ma naissante chaîne YouTube également. Ouais, de toute façon, bah, d'ailleurs, pour celles qui me regardent en vidéo, je vais mettre le lien juste en haut si c'est possible, si ça marche fonctionnement. Normalement, oui, à la fin, je pourrais mettre ton visage et ça va renvoyer vers ta chaîne. Et Ah, dans tous les cas, quel que soit le support sur lequel vous me regardez, vous m'écoutez, il y aura le lien dans la description. excellent. Je te remercie, Tatiana. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut, salut! Bye bye!